Donc si première, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres, j'imagine. Et cette table ronde aujourd'hui a pour thématique l'autisme. On sait que finalement, beaucoup de parents, malheureusement, ont des difficultés avec leurs enfants sur cette thématique-là. Et je pense que si Laurence a choisi d'ouvrir les tables rondes par cette thématique-là, c'est justement parce que ça fait partie des problématiques qui nous tiennent à cœur. En tout cas, dans notre programme que nous avions élaboré ensemble, on a justement ce projet-là, d'être au plus près des familles dont les enfants ont des difficultés de cet ordre. Donc, première table ronde, il y en aura une deuxième. Je vais laisser Laurence présenter en tout cas les différents intervenants. Elle les connaît infiniment mieux que moi. L'objectif des tables rondes, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun s'approprie ces thématiques, les diverses que nous allons avoir, prennent en compte que notre objectif à nous, c'est de faire de la ville de Deuil-la-Barre une ville bienveillante, une ville où tout le monde trouve sa place et donc partir sur un projet où chaque personne porteur de handicap puisse trouver sa place dans la collectivité, ça veut dire que tout le monde y trouve sa place. Voilà, donc en fait, vous l'avez compris, c'est une ville inclusive. Alors ça ne se décrète pas, ça se fait ensemble. Et donc ça passe par ce type d'action. Il y en aura d'autres, il n'y aura pas que les tables rondes, mais ça fait partie aussi par ce type d'action. Nous avons eu le duo Day, c'était en octobre dernier, donc ça ne s'est pas vraiment passé comme on le souhaitait parce qu'il y avait la crise Covid et on n'a pas pu lui donner l'ampleur qu'on pensait lui donner. Néanmoins, on va persévérer. Je pense que l'année prochaine, on aura toute liberté pour pouvoir faire quelque chose encore plus important et travailler sur aussi l'insertion des personnes porteurs de handicap. Voilà. Donc, un grand parcours qu'on commence, mais en tout cas qui nous tient vraiment à cœur. Voilà, je te passe la parole si tu veux suivre. Merci Laurence, merci à toi d'avoir organisé tout ça. Merci Muriel. Alors, avant de reparler du contexte de cette table ronde, je vais proposer aux intervenants, que je remercie d'avoir accepté cette invitation, de se proposer et également de présenter leur organisation, sachant que nous avons la chance d'avoir des experts, alors chacun dans leur domaine, des experts en psychologie, des experts dans le management d'organisations médico-sociales, des experts sur les dispositifs d'éducation nationale et un expert de l'intérieur qui vit donc ces situations, cet autisme de l'intérieur. On va vraiment l'aborder depuis l'angle du vécu. Donc, Monsieur Conabel, je vais vous donner le micro pour que vous puissiez vous présenter. Donc, bonsoir, Laurent Conabel, donc. Je suis directeur de création, je suis marié, j'ai 2 enfants et accessoirement, je suis autiste. Et j'ai créé justement mon journal intime quelque part, qui est le journal d'un autitarien. Autitarien, c'est un mot que j'ai inventé pour me définir, mais voilà, ça n'existe pas. Bonjour, moi je m'appelle José Puig, je fais différents métiers à l'Éducation nationale et je suis depuis 3 ans maintenant chargé de mission sur les questions de scolarisation à la délégation interministérielle pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. C'est un peu long à dire, mais c'est intéressant d'apporter cette précision. L'autisme n'est pas considéré comme une réalité qui conduirait à penser que toutes les personnes qui ont ce trouble ont les mêmes problèmes et que, à côté des personnes qui ont un diagnostic d'autisme, il y a des personnes qui ont d'autres troubles du neurodéveloppement qui peuvent appeler, par exemple, à l'école, le même type d'attention, le même type d'aménagement, d'adaptation, mais pas forcément. Donc, moi, je m'occupe plutôt de travailler à la frontière entre le médico-social et le scolaire, et je vous en parlerai tout à l'heure, d'accompagner le développement de dispositifs qui mélangent des soins et de la scolarité pour permettre à ces enfants d'aller à l'école avec les autres. Donc Florence Bruno, moi je suis directrice adjointe
d'un établissement où il y a en fait 2 services différents, un IME, un internat médico-éducatif qui accueille des jeunes de 12 à 20 ans, donc avec un externat et un internat. Par ailleurs un CESAD, donc les services de soins et d'éducation à domicile, donc qui travaille avec des enfants et des adolescents et depuis peu de jeunes adultes, puisque en fait notre agrément, on peut accueillir des enfants et des adolescents et des adultes de 3 à 25 ans. Donc sur le CESAD, on est sur des profils d'enfants et de jeunes qui ont un parcours en inclusion scolaire. Et sur l'IME, on est sur des jeunes qui, souvent, à partir de 12 ans, vont avoir du mal à rester dans le cursus scolaire ordinaire et vont se retrouver en établissement spécialisé, avec un gros travail qui est fait actuellement, alors avec toutes les difficultés qu'on peut connaître, mais avec un gros travail pour essayer d'articuler mieux justement ces jeunes les plus en difficulté et de pouvoir articuler mieux la scolarisation de ces jeunes qui sont quand même en difficulté avec l'éducation nationale. Bonsoir, je suis Anne-Françoise Bourseul, je suis psychologue de formation et donc j'occupe un poste depuis 1 an de coordination de formation au Centre Ressources Autisme Île-de-France. Le Centre Ressources Autisme Île-de-France, c'est l'un des CRA en France, il y en a un dans chaque région en France, et donc nous sommes amenés à répondre aux besoins des personnes autistes, de leurs familles et des professionnels sur les questions aussi larges que le diagnostic, l'accompagnement, la scolarisation, l'insertion professionnelle. Nous sommes une petite équipe d'une 15aine de personnes et nous essayons d'aider les personnes elles-mêmes, leurs parents, les professionnels, à mieux comprendre l'autisme et à les accompagner au mieux au vu de l'ensemble du parcours qui existe en Île-de-France. Merci beaucoup à toutes et à tous. Donc avant de vous redonner la parole, je vais faire un petit focus sur le pourquoi commencer par la thématique de l'autisme. Donc on parle d'autisme, mais on parle également de troubles du spectre autistique. Donc c'est un spectre, c'est beaucoup plus, c'est large, il y a de la variété. Alors ces troubles du spectre autistique sont de mieux en mieux identifiés et compris grâce à la recherche scientifique qui a été très prolifique ces dernières années. Cependant, on constate que dans l'imaginaire collectif, nous partageons encore des représentations sociales de la personne autiste étant influencées par certains médias qu'on appelle les mainstream, comme par exemple le personnage du film Rain Man, voilà, qui nous a montré une image assez particulière d'une personne autiste. Donc ces personnes autistes sont en général perçues par la population comme disposant d'habilités exceptionnelles, de retard mental, de difficultés d'apprentissage, voire d'une condition qui les emprisonne. Concernant les enfants autistes, il y a également une représentation particulière qui est véhiculée encore une fois par les médias. C'est celle d'un enfant seul, ayant un regard perdu et qui est souvent prisonnier de ses symptômes. Donc, dans cette table ronde, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions. C'est comment sortir de ces représentations, comment favoriser l'inclusion des personnes avec TSA, donc troubles du spectre autistique. L'école et les institutions ont-elles les connaissances et les outils nécessaires à cet accompagnement? Comment agir concrètement dans le quotidien des enfants et des adultes pour faciliter l'inclusion? C'est-à-dire, en fait, comment leur donner ou leur faciliter le pouvoir d'agir. Alors, pour aborder toute cette question, on va parler de la définition de l'autisme, du diagnostic, de l'école inclusive, de l'école plus accompagnée, on va dire, au niveau médico-social, et pour finir, eh bien, la vision d'une personne directement concernée. Donc, Anne-Françoise Bourseul. Je vous remercie. Donc j'avais vraiment la même intention que vous, c'est-à-dire de commencer par parler de représentation. Très souvent, on a des représentations très caricaturales en fait de l'autisme, avec à l'extrême un enfant seul, qui ne parle pas, qui va avoir des gestes répétitifs, qui éventuellement peut faire des crises de colère si on l'approche, et à l'autre extrême, une personne plutôt adulte, assez géniale dans son domaine, mais que l'on dit bizarre.
En fait, il faut savoir qu'entre ces deux extrêmes, il y a une multitude de profils. Et ce qu'ont en commun les personnes autistes, c'est qu'elles ont une grande difficulté ou des altérations de la communication sociale. Ce domaine, qui pour nous, neurotypique, est inné. Vous savez que lorsque vous avez un enfant jeune, avant même d'avoir le langage, il est en capacité de communiquer avec vous. Si vous l'installez sur la table allongée, il va vous appeler, il va vous tendre les bras. C'est une compétence, on va dire, que les personnes autistes n'ont pas facilement. Donc il va y avoir des altérations de la communication sociale qui va s'exprimer de façon très diverse en fonction des profils. Vous allez avoir des personnes qui n'ont pas le langage ou qui vont avoir en fait une utilisation très stéréotypée du langage. Par exemple, ce qu'on observe de façon assez typique, c'est le fait que l'enfant, l'adolescent, va répéter une phrase ou un mot de façon répétitive, sans forcément avoir une volonté de communication. Mais on peut avoir également des personnes qui vont avoir un très très bon niveau de langage, mais pour qui ça reste difficile de partager cette réciprocité de la communication. Moi, j'ai un certain nombre de personnes autistes avec lesquelles j'ai travaillé qui me disent que ce qui est difficile pour elles, malgré leur niveau, leur intelligence, c'est le small talk, parler de tout et de rien, de la météo, de ce qu'on a fait la veille, etc. Ça, c'est très compliqué. Donc, ce domaine de la communication sociale, il va être altéré, et ce, dès le plus jeune âge. L'autre domaine qui va être touché, c'est celui des comportements et des particularités sensorielles. Donc, on va voir chez le jeune enfant des comportements répétitifs. Par exemple, de façon assez typique, on va avoir des enfants qui font du flapping, c'est-à-dire qui vont balancer les bras comme ça ou qui vont balancer leur corps. On va avoir également des enfants ou des adolescents qui vont avoir un centre d'intérêt pour un objet ou pour un thème, et tout leur intérêt, toute leur énergie est tournée vers ce thème. On parle alors d'intérêt focalisé. Vous comprenez bien que lorsque ces enfants présentent à la fois de la communication sociale difficile et à la fois des intérêts très focalisés, c'est difficile de les accompagner dans un développement dit ordinaire. De plus, et ce depuis quelques années, on met en lumière leurs particularités sensorielles. Donc, comme vous et comme moi, a priori, ils n'ont pas de difficulté à voir et à entendre. Néanmoins, ils vont avoir une perception de l'environnement sensoriel qui est très atypique, avec parfois des sensations trop fortes, au point que ça leur fait mal. Vous avez une auteure qui s'appelle Gunilla Gerland, qui parle de son parcours lorsqu'elle était enfant, et elle dit que pour elle, le fait d'introduire une fourchette en inox dans la bouche, ça représentait un trou dans la colonne vertébrale. Donc c'est pas simplement qu'ils sont sensibles, comme vous pouvez l'être, au bruit et à l'agitation, c'est quelque chose de beaucoup plus prégnant, au point de devoir s'extraire de la situation. Et tous les sens sont touchés. Donc ça peut être effectivement la vue, l'odorat, le goût, ça peut être le tact, ce qui est souvent très difficile pour les familles. Les familles nous disent à quel point elles souffrent parfois de ne pas pouvoir toucher tranquillement leur enfant, de ne pas pouvoir les câliner lorsqu'ils sentent qu'ils ont besoin d'être câlinés. Donc ces particularités sensorielles, elles touchent également les sensations qui viennent de l'intérieur du corps. Vous savez, par exemple, le système vestibulaire, c'est dans notre oreille interne, ce qui nous permet d'avoir le sens de l'équilibre. Et là, il va y avoir également des particularités où parfois les sensations sont trop perçues, ou parfois les sensations ne sont pas suffisamment perçues. Donc l'ensemble de ces particularités sensorielles, particularités du comportement, particularités au niveau de la communication sociale, va faire que l'enfant va être impacté dans son développement. Souvent on parle d'enfants, mais encore une fois je vous rejoins, il ne s'agit pas que d'enfants. Les enfants grandissent, ils deviennent des adolescents et des adultes. Les particularités peuvent bouger, s'amoindrir peut-être, parfois s'intensifier. Les personnes autistes apprennent à s'adapter à tout cela, mais néanmoins, le cœur de l'autisme se trouve là. Donc pour moi, ce qui était important, c'était de vous dire que ce sont les éléments qui nous permettent de poser un diagnostic. Donc particularité dans la communication sociale, dans le comportement, les centres d'intérêt restreints. J'ai omis de vous parler des routines. Ce sont des personnes qui ont un besoin fort de routine,
qui peuvent parfois être extrêmement désemparés par le fait qu'il y ait un changement dans leur routine et qui aimeraient que le monde soit plus stable. Particularité sensorielle, hein, quelque chose à prendre vraiment en considération, comme dans un lieu comme celui-ci par exemple. En règle générale, les personnes autistes aiment bien les médiathèques parce que c'est un lieu calme, où ça ne bouge pas dans tous les sens, où il n'y a pas trop de bruit. Et on a beaucoup de personnes autistes qui apprécient d'être à la médiathèque. Donc des profils très différents qui nous amènent aujourd'hui à parler de spectre autistique, c'est-à-dire que dans chacun de ces domaines, il va y avoir une sévérité des symptômes plus ou moins importante. Et donc, ça nous amène peut-être à avoir des enfants avec des profils, des enfants, des adolescents et des adultes avec des profils extrêmement différents. Il faut savoir que le trouble du spectre autistique, comme le disait M. Puig, fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du neurodéveloppement. On va dire que c'est une grande catégorie à l'intérieur duquel on va pouvoir retrouver le trouble déficit de l'attention, par exemple, avec ou sans hyperactivité, les handicaps intellectuels, les troubles de la communication, les troubles spécifiques des apprentissages. Et rarement l'autisme est isolé. C'est-à-dire que lorsqu'on pose un diagnostic d'autisme chez un enfant, un adolescent ou un adulte, on va également regarder si dans cette sphère, il peut y avoir d'autres types de troubles. Et on sait que ça va complexifier la vie de l'enfant s'il y a plusieurs types de troubles. Tout à l'heure, Madame Bruno le disait, elle a en fait en charge un service qui s'occupe à la fois de jeunes gens plutôt inscrits dans l'inclusion scolaire, etc., pour lesquels on peut imaginer qu'il n'y a pas trop de déficit intellectuel, pas trop de troubles cognitifs, mais elle a également un IME où là, les enfants vont à la fois avoir de l'autisme et du déficit intellectuel. Donc l'accompagnement devra le prendre en considération. Le TSA donc, touche 1% de la population, hein, ce n'est pas rare. Et on a une forme dite prototypique chez les garçons, c'est-à-dire que longtemps, on a pensé qu'il y avait beaucoup plus de garçons concernés par l'autisme que les filles. On est un petit peu en train de revoir notre copie par rapport à ça, en pensant que peut-être les filles auraient une forme plus atténuée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles seraient plus en capacité d'imiter les autres et d'avoir une sorte de masque social qui leur permettrait peut-être de passer plus inaperçues. Au CRAIF, au Centre Ressources Autisme, où je travaille depuis 10 ans, nous avons beaucoup de personnes autistes qui viennent nous rencontrer et qui nous disent comment l'autisme impacte leur vie à moyen et à long terme. Le fait de médiatiser l'autisme est important pour pouvoir reconnaître que ces personnes ont des particularités de fonctionnement. C'est ni moins bien ni mieux que les uns et les autres, simplement ça a de l'impact. Et notamment pour l'entrée dans les études, pour l'entrée dans les études supérieures, pour l'entrée dans le monde du travail. On a par exemple des témoignages de femmes autistes qui viennent, qui ont un bon poste, qui ont été à l'université, qui sont en capacité de travailler de façon extrêmement efficace, mais qui vont d'un seul coup ne plus être en capacité d'aller travailler parce qu'elles sont passées en open space par exemple. Et vous imaginez que d'un point de vue sensoriel, les choses sont plus possibles pour elles. Ce que je voulais vous dire également, c'est que le TSA est souvent lié à un autre trouble du neurodéveloppement, mais on va avoir aussi d'autres troubles associés qui mettent souvent les personnes elles-mêmes en difficulté, mais également leurs familles. Ce qu'on va souvent noter, ce sont des troubles du sommeil, notamment chez les plus jeunes enfants. On va noter aussi une difficulté à s'alimenter. On a beaucoup de témoignages de familles qui disent que le passage à l'alimentation variée est extrêmement compliqué. Ça, on le comprend maintenant d'un point de vue sensoriel. Les personnes autistes peuvent être extrêmement en difficulté lorsqu'il s'agit de varier leur nourriture. Peut-être encore 1 ou 2 minutes, peut-être vous donner quelques éléments en ce qui concerne les signes précoces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le diagnostic d'autisme peut être posé à l'âge de 3 ans. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant ne va pas avoir de signes avant. On va pouvoir commencer à relever un certain nombre de signes. Et j'encourage tous les parents, tous les professionnels qui relèvent des atypicités dans le développement de l'enfant à prendre contact avec, pourquoi pas le CRAIF, mais peut-être aussi d'autres organismes, pour pouvoir interroger ces atypicités.
Parce qu'autour de 18 mois, au moment où normalement l'enfant va développer sa communication, le langage oral, etc., si on voit des choses un peu particulières, ça peut valoir le coup d'en référer à des personnes qui connaissent bien les troubles du neurodéveloppement, puisque aujourd'hui, on sait que plus on va intervenir tôt, et plus on a de chances d'aider cet enfant et cette famille à se développer de façon la plus ordinaire qui soit. On compte à la fois sur la plasticité cérébrale, mais on compte aussi sur l'appui, le soutien qu'on peut donner aux familles. C'est très compliqué pour une famille d'accompagner un enfant qu'elle ne comprend pas. Il y a beaucoup de culpabilité autour de ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire. Malheureusement, encore aujourd'hui, on voit que les familles rompent avec leur emploi. Il y a un moment donné où la maman, le papa va arrêter de travailler. Ils vont aussi rompre avec leur cercle social parce qu'ils se sentent incompris ou jugés. Donc aujourd'hui, on considère que l'alerte des parents est quelque chose d'extrêmement important à prendre en considération. Et ma foi, il faut peut-être mieux s'inquiéter pour rien, plutôt que de passer à côté de signes qui vont petit à petit, s'ils ne sont pas accompagnés, s'enquister et peut-être complexifier la situation. Donc au niveau des signes précoces, on va remarquer chez les bébés qui ne cherchent pas l'interaction. On va voir aussi des bébés qui sont particulièrement passifs, qui ne vont pas tendre les bras. Parfois, lorsqu'on les prend dans les bras, on a le sentiment qu'ils sont un peu comme un sac de patates. Ils n'arrivent pas à s'ajuster en fait au corps de l'adulte qui le porte. On va avoir des enfants qui ne vont pas babiller ou qui ne vont pas répondre à leur prénom. Des enfants encore qui ne présenteront pas de mots à 18 mois. Des enfants qui n'imitent pas. Et même lorsque le langage commence à apparaître, comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, on voit qu'ils ont difficulté à entrer en contact avec leur père. Ils ne vont pas partager des centres d'intérêt avec leur père. Et souvent, ils vont s'isoler. Bien sûr, on va aussi prendre en considération toute régression dans les acquisitions. Donc, que faire lorsqu'on observe cela? Cette dernière année, on a vu naître des nouveaux dispositifs qui s'appellent des plateformes de coordination et d'orientation. Sur le département, vous en avez une à Gonesse. Vous en avez une seconde qui devrait voir le jour bientôt à Saint-Ouen-l'Aumône. Ces plateformes de coordination et d'orientation permettent, à partir du moment où le généraliste va remplir un guide de repérage sur les atypicités de l'enfant, de permettre de regarder le dossier et de voir s'il y a un risque ou non de TND ou de TSA. Et si effectivement il y a besoin d'aller un peu plus loin, donc les professionnels des plateformes de coordination et d'orientation vont engager un certain nombre de bilans, bilan orthophonique, bilan ORL, bilan psychologique, psychomoteur, pour savoir effectivement où se pose le problème et comment accompagner. L'idée, c'est de vraiment accompagner l'enfant le plus tôt possible, ainsi que sa famille. Vous avez également, alors les PCO, c'est vraiment pour les enfants de moins de 7 ans, et lorsqu'il y a vraiment un besoin de diagnostic de l'autisme, vous avez des plateformes de diagnostic de l'autisme de proximité. Là encore, les mêmes équipes, une à Gonesse, une à Saint-Ouen-l'Aumône, avec l'association APF, où vous avez des spécialistes qui mettront en place tout le bilan nécessaire au diagnostic de l'enfant. Un dernier mot, puis je vais céder la parole, pour dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus contacté par des adultes qui se sont adaptés, des personnes qui ont réussi finalement à faire un cursus plus ou moins ordinaire et qui, grâce à la médiatisation, commencent à se poser des questions sur leur profil. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas encore en mesure de répondre suffisamment bien aux problématiques des adultes. Donc au Centre Ressources Autisme, on essaie aussi de beaucoup œuvrer pour les adultes. On sait que ça prendra du temps pour que prochainement, il y ait des dispositifs qui répondent à leurs besoins, comme c'est le cas pour les enfants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Françoise. Donc là, on a eu une approche un peu clinique en décrivant ce qu'était l'autisme. Il y a de plus en plus aussi d'importance des variables psychosociales et d'approche psychosociale, c'est-à-dire quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner ces enfants et ces adultes. Donc je passe la parole à Monsieur José Puig. Merci Laurence. Donc, je
vais enchaîner directement sur ce qu'a dit Mme Bourseul, puisque d'abord pour situer le contexte de ce qu'on appelle la stratégie nationale, qui est en fait, vous avez peut-être entendu parler des plans autisme qui se sont succédés. Il y en a eu 3 avant celui-là. Alors, si c'est le 4e, ça veut dire que les 3 premiers n'ont pas été entièrement satisfaisants. Parce que si ça avait bien marché, on aurait arrêté de faire des plans. Hein. Mais l'origine de cette façon de conduire des politiques publiques, c'est le fait que la France, pour des raisons historiques qu'on commence à bien analyser, la France a du retard par rapport à d'autres pays dans la connaissance de l'autisme, dans la diffusion des connaissances de l'autisme, dans la formation des professionnels et dans les formes de prise en charge dans la petite enfance, à l'école, à l'âge adulte, etc., qui peuvent être proposées à ces personnes. Donc l'objectif de la stratégie a été de dire il faut qu'on essaye de rattraper le retard en matière de diagnostic, en matière de recherche scientifique. On a encore beaucoup de choses à apprendre, hein. On commence à connaître beaucoup de choses. On sait qu'il y a des causes génétiques, mais qu'il y a aussi des facteurs environnementaux qui favorisent certaines difficultés dont vous avez parlé. Hein, voilà. Et puis surtout, et ça rejoint ce que disait même le maire en commençant, c'est aussi l'idée que on ne va pas seulement considérer les personnes autistes comme des personnes qui ont une maladie ou une déficience ou des troubles et à qui on va demander de s'adapter à une société faite de gens qui sont tous parfaitement normaux, hein, mais on va plutôt essayer d'imaginer des formes d'organisation sociale et des institutions qui s'efforcent d'être accessibles pour que chacun puisse y trouver sa place, que les enfants puissent exercer leur droit, qui est un droit reconnu par les Nations Unies pour aller à l'école, que les parents puissent avoir une vie qui ressemble un peu à la vie des autres, c'est-à-dire pas être obligés d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, donc puissent bénéficier d'aides par des gens compétents, avec des aides financières pour financer les prises en charge qui sont nécessaires, et que le but n'est pas de guérir ces personnes de leur maladie, puisque ce n'est pas une maladie, mais de leur permettre de trouver leur place dans la société et de permettre aux uns et aux autres, à ceux qui sont autistes et à ceux qui ne sont pas autistes, ceux qui sont neurotypiques ou qui ont d'autres troubles, eh bien, d'apprendre ensemble à vivre ensemble. Et la meilleure raison qu'on peut avoir de proposer des formes de scolarité inclusive, c'est-à-dire que ces enfants aillent à l'école du quartier, du village avec les autres, c'est qu'on sait que non seulement eux, ça va leur faire du bien, que leurs parents vont finalement se dire « D'accord, je suis le père ou la mère d'un enfant autiste, mais je suis aussi un parent d'élève, donc j'ai ma place dans la cité des parents d'élèves. Hein, » Et les autres enfants qui ont eu un copain ou une copine autiste à l'école maternelle, à l'école élémentaire, au collège, etc., ils vont s'apercevoir que finalement, bien sûr, ils ne font pas tout exactement comme nous, mais il y en a d'autres qui font des choses bizarres aussi, et qu'on peut tout à fait avoir des copains qui sont autistes, on peut les inviter à notre goûter d'anniversaire, et quand on sera DRH d'une société, si on a parmi les candidats, quand on fait un recrutement, une personne autiste, ben on ne sera pas effrayé en disant « Oh là là, si on recrute une personne autiste, c'est la porte ouverte à des ennuis, etc. » Donc on le met en dessous de la pile, et on ne recrute pas de personnes handicapées. Donc c'est une sorte d'escalade, on ne les scolarise pas, les autres ne les connaissent pas puisqu'ils ne les ont pas croisés à l'école, et finalement on fabrique une sorte de dynamique d'exclusion. Donc le contraire, c'est l'inclusion, mais ça passe par une adaptation des choses. Donc diagnostic précoce, le plus tôt possible, dès qu'on peut mettre un nom sur les difficultés qui sont observées, on a déjà des éléments qui permettent de se rassurer et d'aller sonner aux bonnes portes pour trouver les bons professionnels qui vont être capables d'aider. L'entrée à l'école, maintenant l'école est obligatoire à 3 ans, ça c'est déterminant. Hein. L'entrée à l'école, elle n'est pas réservée aux enfants qui ne sont ni autistes, ni dyslexiques, ni ceci, ni cela. Elle est pour tous les enfants. Donc c'est à l'école de faire l'effort de s'adapter. Vous parliez de cette grande sensibilité aux ambiances bruyantes, aux lumières vives, etc. Je ne sais pas si vous avez eu sûrement, au moins en tant que parent d'élève, l'occasion de fréquenter des cours de récréation. À l'heure où les enfants sortent comme des oiseaux qui s'échappent d'une volière, tous les enfants courent et hurlent en même temps. Pour un enfant autiste, c'est une épreuve épouvantable, parce que tout d'un coup, il est agressé par toutes ces choses-là, il est terrorisé, il est pétrifié, etc. Donc
Donc, quand on a un enfant autiste dans une école maternelle, hein, on va, par exemple, moi j'ai vu une directrice d'école, il n'y a pas très longtemps, qui, au début, elle faisait sortir tous les autres, et puis une fois qu'ils étaient un peu calmés, qu'ils avaient bien hurlé, etc., on accompagnait le petit garçon pour qu'il aille jouer avec les autres, mais pour qu'il ne sorte pas dans cette espèce de ruée qui le mettait en très grande difficulté. Et puis, au bout d'un certain temps, on a changé de logique, et c'est là où on est passé du côté de l'accessibilité et de l'inclusion. On s'est dit, il y a lui qui supporte mal ces moments de fureur des enfants, mais il y en a sûrement d'autres aussi. Et il y a des enfants qui ont envie de jouer calmement pendant la récréation, puis il y a les autres qui se battent, qui jouent au ballon, qui courent partout, qui les gênent. Donc, la directrice d'école a organisé dans la cour de récréation une zone qui est réservée aux jeux calmes et une zone qui est réservée aux jeux bruyants, agités, etc. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a des autistes qui vont jouer au foot avec leurs copains dans la zone bruyante et qui surmontent leurs appréhensions parce qu'ils ont très envie de jouer au foot. Donc on voit aussi l'effet positif que ça peut avoir. Et des enfants pas du tout autistes qui sont bien contents d'aller dans l'endroit où on peut lire, faire des jeux calmes, enfin, faire des petits jeux de société, etc. Donc si vous voulez, là, on est typiquement dans quelque chose qui est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des stages sur l'autisme pour comprendre que si on aménage cette organisation de la cour de récréation, ce qui ne demande pas de grands travaux aux élus, eh bien on va avoir une école qui sera plus inclusive parce qu'elle permettra à des enfants d'être à l'aise, de ne pas avoir peur, d'être contents de venir à l'école, de se faire des copains aussi, parce que même si au départ ils n'ont pas la même spontanéité pour aller vers les autres, on s'aperçoit que beaucoup de ces difficultés, à cause de la curiosité qui va s'éveiller au moment où ils viennent à l'école, vont diminuer, et les efforts que vont faire ces enfants vont leur permettre de profiter de ce qui se passe quand on fait des choses avec les autres, etc. Alors, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où, vous l'avez dit, le changement est très difficile, quand ils changent de classe, quand ils changent de maîtresse. Quand la maîtresse est malade et que c'est un remplaçant qui vient, c'est un peu la panique. Et l'année dernière, au moment du premier confinement, une maman qui m'expliquait que sa fille, tous les matins, elle mettait son cartable sur son dos, elle mettait ses chaussures et elle voulait aller à l'école. Elle n'acceptait pas qu'on lui change sa routine, qu'elle ne puisse pas aller à l'école. Alors, elle était très embêtée parce qu'elle lui expliquait, bien sûr, la petite fille comprenait très bien, mais néanmoins, c'était indispensable pour elle de faire. Donc, pendant quelques jours, eh ben, ils ont fait le chemin jusqu'à l'école pour constater que l'école était fermée. Et ils sont revenus à la maison et au bout de quelques jours, ils diront, c'est plus la peine d'aller voir, on sait que l'école est fermée. Et il y a eu à nouveau un problème quand l'école a rouvert, parce qu'elle s'était très très bien adaptée finalement à faire l'école à la maison. Ça lui convenait très bien, parce que du coup, elle n'était plus dans cette mise en danger qui représente le contact avec les autres. Et il a fallu à nouveau apprendre à aller à l'école, à reprendre une autre routine. Donc, les changements sont des moments délicats, et on sait que tous les adultes qui, sans être des spécialistes, ont à accompagner des enfants dans leur parcours, doivent être très attentifs à tout ce qui peut demander un petit effort d'adaptation à tout le monde, mais qui pour eux peut demander des efforts considérables, même s'ils ne l'expriment pas. Donc il faut être très attentif, très, très bienveillant pour surveiller un petit peu ces signes discrets. Alors, à l'école maternelle, tous les enfants peuvent y aller. Ceux qui peuvent, ils vont dans une classe avec les autres, et ils peuvent bénéficier de l'aide d'un service spécialisé qui va venir à certains moments à l'école avec des éducateurs, des psychologues, des psychomotriciens, etc. pour proposer des soins pendant le temps scolaire, pour que l'enfant n'ait pas quitté l'école, perdre du temps, etc. On va leur proposer à l'Éducation nationale depuis un certain nombre d'années ce qu'on appelle des AESH, c'est-à-dire un adulte qui va être auprès de l'enfant pour l'aider à s'organiser, à devenir plus autonome, parce que tout seul, il a un peu de mal, il faut lui rappeler les consignes, il faut lui rappeler, par exemple, pour des enfants qui sont très attachés à la régularité des activités, que le mardi, on commence par la peinture, que le jeudi, on va à la piscine, etc. Donc, on va leur donner des petits supports visuels, par exemple, avec un emploi du temps, avec des petits dessins ou des photos de l'endroit où on va le jeudi, etc. Et ça les rassure, parce que les autres ont mémorisé que le jeudi, c'est le jour de la piscine. Eux, ils ont besoin qu'on leur dise, c'est pas aujourd'hui, c'est demain qu'on va à la piscine, etc. Et ils se situent comme ça très régulièrement. Donc, l'aide humaine, l'auxiliaire
l'accompagnant d'élèves handicapés à l'école, va permettre à cet enfant de pouvoir être rassuré quand il ne sait plus exactement où il en est, quand il y a quelque chose qui le dérange, etc. Parfois le mettre un peu en retrait du groupe, quand le groupe devient un peu difficile pour lui, etc. La deuxième solution, c'est un dispositif qui existe depuis 2015, mais qui s'est beaucoup développé depuis 3 ans, c'est ce qu'on appelle les unités d'enseignement maternel autisme. Alors là, c'est un peu le cran au-dessus, c'est-à-dire que dans une école maternelle tout à fait normale, on va avoir besoin d'un peu plus d'espace, une classe en plus que le nombre de classes de l'école, et dans cette classe, on va organiser des soins avec un service médico-social qui va être un tout petit service médico-social qui va être implanté dans l'école. Et ces dispositifs ont l'avantage de permettre d'accueillir à l'école avec les autres 7 enfants avec des autismes parfois relativement sévères, enfin avec des traits assez marqués, mais qui vont souvent, au fil des mois, et peuvent rester à peu près 2 ans dans ces dispositifs, pouvoir évoluer de façon souvent très positive. Et après, certains vont continuer, une grande partie va continuer dans une scolarité moins renforcée. Parce que là, il y a 7 enfants, il y a 7 adultes en moyenne louée, c'est un taux d'encadrement important. Il y a un enseignant spécialisé, il y a un psychologue du service qui vient régulièrement pour faire des bilans, il y a des orthophonistes, des éducateurs de jeunes enfants qui sont là. Et ça marche plutôt bien. On en ouvre encore une 50aine en France à la prochaine rentrée scolaire. On aura bientôt 1000 enfants autistes scolarisés à l'école maternelle dans ces dispositifs. C'est quelque chose de tout à fait important. À l'école élémentaire, cette fois-ci, on va avoir un peu plus de solutions. Toujours la solution d'un enfant qui est scolarisé dans une classe ordinaire, avec des aides médico-sociales, avec un accompagnement, et avec l'enseignant qui adapte aussi un petit peu les exercices pour permettre que cet enfant puisse suivre en même temps que les autres. Ça, c'est la première solution, c'est celle qu'on va préférer chaque fois que les enfants semblent capables de suivre le même rythme que les autres dans leur scolarité. La deuxième solution, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui s'appelle ULIS, c'est-à-dire qu'il y a un enseignant spécialisé qui va prendre à certains moments les enfants autistes ou qui ont parfois d'autres difficultés pour faire avec eux un travail de soutien, un travail d'approfondissement, mais ils iront quand même dans des classes de l'école, au CP, au CE2, au CM1, etc., à d'autres moments. Et puis, il y a 2 nouveaux dispositifs qui ont été créés dans le cadre de la stratégie nationale depuis 2018. C'est les unités d'enseignement élémentaire autisme, qui sont un peu le pendant des unités maternelles, mais avec un taux d'encadrement un peu moins élevé. Il n'y a pas un adulte pour un enfant. Et ces enfants vont de plus en plus fréquemment aller, non pas rester dans la classe spécialisée, mais aller dans les autres classes de l'école pour peu à peu, progressivement, reprendre un parcours à peu près identique à ceux des autres élèves. Et il y a un nouveau dispositif qui se développe depuis l'année dernière, qui ressemble au précédent, mais qui est inspiré d'une autre forme d'organisation. C'est ce qu'on appelle les dispositifs d'autorégulation. Là, les enfants sont carrément tout de suite dans leur CP, CE1, CE2, CM1, CM2, mais il y a une salle, toujours une salle supplémentaire à l'école, qui est réservée à des activités très temporaires dans la journée, où les enfants, grâce à une équipe spécialisée, vont se préparer à ce qui les attend dans la classe, ou vont venir quand il y a un moment où tout d'un coup ils se sentent stressés, ils se sentent un peu paniqués, ou parce qu'ils ont besoin de se reposer aussi, parce que le rythme fait que pour certains d'entre eux c'est difficile de suivre toute une journée de classe, etc. Ou quand ils sentent qu'ils vont se mettre en colère, ils ne savent pas forcément bien pourquoi, mais il y a quelque chose qui les... Donc, et on va les accueillir là, il y a les éducateurs, il y a un enseignant qui va aussi leur permettre de reprendre certaines activités qu'ils ont fait en classe, dans leur classe de référence, et où ça s'est pas bien passé, etc. Donc cette organisation-là, elle est, vous voyez, intermédiaire entre les deux. On est dans une classe ordinaire, mais il y a quand même un soutien qui est dans ce dispositif. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il y a une formation qui est donnée à tous les enseignants de l'école, qui vont peu à peu essayer, pour éviter que les enfants soient perturbés par les changements, par exemple, se mettre d'accord sur le système des punitions dans l'école. Parce que c'est des enfants qui ont parfois une forme
d'impression qu'on est injuste avec eux. Hein. S'il y a une maîtresse qui ne veut absolument pas qu'on parle et une autre qui permet qu'on parle un petit peu, ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup la règle change. Donc, il peut y avoir des raisons pour que la règle change, hein, mais dans ces cas-là, il faut que les enseignants l'expliquent. Et on s'aperçoit que c'est vrai pour tous les élèves. Hein. Donc, il y a un effort qui est fait par toute l'équipe enseignante pour rendre l'école, la pédagogie, la façon d'enseigner plus accessible. Donc voilà les différentes formes de scolarisation qui se développent, qui ne sont pas des formes d'enseignement spéciales, mais il reste la possibilité pour les enfants d'être accueillis dans une institution médico-sociale, comme celle que vous dirigez, au sein de laquelle on va trouver des unités d'enseignement, c'est-à-dire des espèces de petites classes, un peu en miniature, avec des petits groupes d'enfants, avec un enseignant spécialisé, qui peut servir d'étape avant d'aller vers une forme de scolarité plus inclusive. Merci beaucoup José Pluig, c'était très éclairant sur l'ensemble des dispositifs en milieu ordinaire. Donc on a bien compris que l'enfant autiste n'était pas enfermé dans une condition et qu'il était tout à fait possible pour lui d'évoluer et aussi bénéficier peut-être d'un dispositif plus spécifique, hein, comme le vôtre, IME, le CESAD, pour ensuite aller à nouveau vers le milieu ordinaire. Donc je laisse la parole à Florence Bruno qui va nous expliquer tout ça. Alors, en ce qui concerne le CESAD, on va intervenir, si on parle de l'inclusion, on va intervenir énormément en appui de l'inclusion. L'idée des CESAD, sur tout type de handicap, il est, comme ça a été dit, d'intervenir au maximum sur les lieux de vie de l'enfant, effectivement, pour ne pas... dans un premier lieu, hein, le CESAD, c'est des modèles qui ont été créés plutôt sur du handicap physique. Donc c'était aussi l'idée de ne pas alourdir le quotidien des jeunes en termes de fatigue, en termes de déplacement pour les rééducations. Donc l'idée du CESAD, c'est vraiment que le soin va venir sur tous les lieux de vie de l'enfant. Ce qui est spécifique dans les CESAD d'autisme, on va dire, c'est que l'un des gros axes d'intervention, ça va être le soutien à l'inclusion. Donc il y a un travail qui est fait sur un soutien à l'inclusion et il y a un travail qui est fait, Laurence en a parlé, je pense que c'est important, qui est aussi tout un soutien qui est fait à un soutien à la famille, pour aider la famille, puisque on sait aujourd'hui qu'il y a des méthodes, alors je n'aime pas tellement le terme de méthode, mais utilisons-le comme ça. En tout cas, on connaît assez bien les outils, les manières de faire qui peuvent aider les enfants autistes à acquérir un certain nombre de compétences, alors qu'on a cru pendant longtemps qu'il y avait des compétences auxquelles ils ne pouvaient pas avoir accès, que ce soit dans le domaine de l'autonomie, que ce soit dans le domaine de la communication, comment stimuler la communication, et que ce soit dans le domaine de l'apprentissage, quel qu'il soit. Donc l'équipe du CESAD, elle va être en appui à tout ce travail-là, et ensuite elle va être en appui au travail d'inclusion. Lorsque les enfants sont jeunes, le milieu naturel de socialisation est l'école, mais pas que. C'est l'école, c'est le centre de loisirs, c'est les temps périscolaires. Je me tourne vers Madame le maire, puisque tout ça sont des choses qui dépendent, hein, des municipalités. Et l'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, je pense que c'est important de le dire, c'est l'articulation. C'est l'articulation des professionnels dans ces différents temps de vie. Un grand classique, c'est, alors on ne dit plus AVS, mais j'ai encore du mal, donc je vais dire AVS parce que j'ai pas encore mémorisé. C'est le débat qui va dire l'enfant a une AVS individuelle. Mais est-ce qu'elle intervient sur les temps à la cantine? Est-ce qu'elle intervient sur les temps périscolaires? Donc ça, c'est une des grandes difficultés, ces difficultés d'articulation, parce que l'éducation nationale, le médico-social,
tout ce qui est dispositif de soutien à l'enfance ne sont pas gérés par les mêmes, tout simplement, ne sont pas régis par les mêmes dispositifs. Et du coup, on va avoir à chaque fois ces problèmes d'articulation. Alors parfois, le CESAD peut venir en soutien. C'est-à-dire que par exemple, nous, il peut nous arriver de dire, bon, ok, là, c'est pas possible. Bon, allez, on va essayer de mettre un éducateur un petit peu qui va venir à la cantine pour favoriser un petit peu voilà, l'inclusion. Et c'est vrai que je pense que c'est très important quand on parle d'inclusion et quand on parle d'inclusion en milieu scolaire de se rappeler que ce qui pose problème à ces jeunes, d'une manière générale, ce sont les transitions. Parce que par essence, une transition, c'est un truc où on ne sait pas bien ce qui se passe. C'est des moments un peu flous, c'est qu'est-ce qui se passe après la cantine, c'est pas forcément les enseignants qui surveillent la cour, donc ça va pas être, effectivement, ça peut ne pas être les mêmes règles, ça peut ne pas être la même attention. Tout ça va être des choses assez difficiles. Donc parfois, le rôle de l'éducateur du CESAD, qui est dans un rôle qu'on va appeler maintenant des rôles de coordination de projet, ça va être un petit peu essayer de mettre du lien dans tout ça. Alors voilà, j'emploie le mot essayer parce qu'il y a des endroits où ça marche formidablement bien et puis il y a des moments où ça marche moins bien. Mais en tout cas, c'est cette volonté-là par rapport au CESAD. Donc, au CESAD, on a quelques enfants de maternelle. Alors moi, je travaille sur Paris, donc on a la chance qu'il y ait quand même des dispositifs d'éducation plus qui se sont mis en place, des dispositifs spécifiques sur tout ce qui est les interventions précoces. Donc parfois, nous, on va plutôt accueillir les enfants, ils vont avoir bénéficié pendant 2-3 ans d'un accompagnement précoce. Alors ça peut être une unité, maternelle, ça peut être une structure plus... une structure éducative renforcée qui va utiliser des méthodes spécifiques destinées à booster, entre guillemets, le développement du jeune enfant. Et nous, on va plutôt accueillir les enfants en moyenne vers 5-6 ans. Donc le parcours d'un enfant au CESAD, on va l'accompagner. Finalement, jusqu'à présent, on l'accompagnait jusque 20 ans. Et puis nous, on s'est rendu compte on n'est pas les seuls, que finalement, il y a un paradoxe. Mais ça, c'est vrai dans le handicap. C'est-à-dire que moi, j'ai une fille qui a 20 ans. À 16 ans, je ne commençais pas déjà à lui dire ce qu'elle voulait faire, ni à réfléchir à comment ça allait se passer. Je ne lui demandais pas forcément de se déterminer sur un avenir. Voilà. Pour beaucoup travailler avec les parents, à partir de très tôt, se disent, même pour un enfant qui fonctionne assez bien à l'école, qu'est-ce qui va se passer après ? L'université, ça va être comment? Est-ce qu'il va pouvoir aller à l'université? Pour certains jeunes, par exemple des jeunes qui ont envie de faire des apprentissages, la question va se poser par exemple du lycée, parce que l'une des difficultés par exemple c'est un jeune avec un trouble du spectre autistique qui veut aller dans un lycée professionnel, il va se retrouver dans un milieu où qu'on appelle un peu la naïveté sociale des personnes autistes qui peuvent avoir du mal parfois à décoder les intentions des autres. Qui dit difficulté à décoder les intentions des autres, c'est aussi décoder les mauvaises intentions, peuvent se retrouver en difficulté. Et logiquement, nous, on arrêtait l'accompagnement, finalement, d'une certaine manière, l'accompagnement s'arrête lorsque il n'y a plus de scolarisation, ce qui n'était pas tout à fait logique. Donc du coup, nous, on a souhaité vraiment demander une dérogation. C'est une dérogation parce que ça aussi, ça fait partie des difficultés du milieu médico-social. C'est que le milieu médico-social ne fonctionne pas avec les mêmes critères d'âge que le milieu ordinaire. C'est-à-dire que
Par exemple, l'orientation en structure adulte, elle se fait à 20 ans. Donc il y a plein de choses qui ne coïncident pas en fait avec... donc voilà, l'idée c'est de poursuivre jusque 25 ans et de proposer dans le cadre du CESAD Socio-Pro, c'est vraiment de proposer un accompagnement qui soit, et on travaille pour ça aussi avec Laurence Germain et l'association R, qui soit un travail autour de l'inclusion professionnelle, mais pas seulement. C'est-à-dire que nous, ce qui nous semble aussi important, c'est de ne pas limiter l'inclusion simplement à l'espace professionnel. Un jeune qui a des difficultés peut très bien avoir envie d'une inclusion qui passe plus par du bénévolat, des actions bénévoles, qui passe plus... On a une jeune fille qui adore le théâtre, qui pour plein de raisons, et notamment parce qu'elle se met en danger compte tenu de sa naïveté sociale, ça va être un petit peu difficile, en tout cas très vite, de trouver une inclusion en milieu professionnel, mais qui du coup adore le théâtre et on est en train de travailler avec elle sur un projet autour de ce théâtre et de quelque chose qui pourrait être peut-être un peu une troupe un peu semi-pro ou des choses de cet ordre-là. Donc ça c'est vraiment pour la partie CESAD. Alors moi j'ai envie de dire, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Moi je suis dans l'autisme depuis très longtemps. Il y a énormément de progrès qui sont faits. Il reste du boulot, on est d'accord, et il reste du boulot essentiellement parce qu'il manque de place. L'intention est présente, mais ça peut être difficile. Nous, donc, on accueille les jeunes à partir de 12 ans. Alors, l'une des difficultés, c'est qu'il y a déjà un petit goulet d'étranglement entre le nombre d'ULIS primaire et les ULIS collège, et on a un certain nombre de jeunes, alors soit certains parce que vraiment, on va dire, ce dispositif ULIS ne leur convient plus, qui ne peuvent pas continuer la scolarité, et on a un certain nombre de jeunes qui vont être orientés parce que du coup, ils vont être orientés en IME, on va dire un peu par défaut. Ça existe encore, je pense qu'il faut le dire. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on a souhaité développer, effectivement, nous avons une unité d'enseignement à l'IME qui nous permet de continuer à accompagner les jeunes, entretenir les acquisitions qu'ils ont faites et continuer à développer leurs acquisitions scolaires, sachant que, effectivement, ça je veux juste le rappeler, dans les personnes qui présentent un trouble du spectre autistique, on a aussi quand même une catégorie de personnes qu'il ne faut pas oublier, qui sont les personnes qui, comme vous le disiez, cumulent un trouble du spectre autistique et un handicap, une déficience cognitive sévère. Et pour ces jeunes-là, à l'IME, on met effectivement en œuvre tout un autre programme qui va être beaucoup plus tourné sur le développement de l'autonomie personnelle et de l'autonomie fonctionnelle. Voilà, et juste, il faut aussi penser à ces personnes-là, parce que ces personnes-là, il faut aussi réfléchir à des moyens d'inclusion. Un truc tout bête, on a plein de jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, et qui adorent toujours aller sur les toboggans, sur les balançoires, sur ce genre de choses. Et c'est très difficile, et alors là je vous le dis, c'est partout, c'est très difficile de trouver des aires de jeu qui peuvent les accueillir. Alors il y a des beaux projets, j'ai vu un beau projet, je ne sais plus exactement où c'est, qui s'est mis en place, avec effectivement une aire de jeu qui permet de pouvoir accueillir des adultes en situation, alors c'est pas seulement TSA, hein, ça peut être déficience intellectuelle importante, mais qui leur permet aussi de bénéficier finalement d'équipements collectifs comme tout à chacun. Merci beaucoup Florence. Donc là on vient de voir que le médico-social offrait aussi une opportunité d'accompagnement un peu plus renforcée. Alors pour juste rebondir
sur les AESH qui n'accompagnent pas forcément à la cantine. Sur la ville de Deuil, nous avons déjà mis en place cet accompagnement sur les temps de cantine et bien sûr prise en charge par la ville. Donc ça permet aussi d'accompagner les enfants et soulager aussi les familles. Alors, merci pour cette vision experte côté professionnel. Donc nous allons maintenant aborder cette question avec l'angle du vécu, avec votre expertise de l'intérieur. Donc monsieur Laurent Conadel, c'est à vous. Bon, bien sûr, l'oral n'est pas mon fort. je dessine plus que... tout passe par le dessin. Sinon, moi, mon parcours, en fait, il y a 3 ans, je ne savais pas que j'étais autiste. Je l'ai su vraiment tardivement. Pour moi, tout allait bien, en fait, quelque part, même si j'ai eu une vie assez chaotique, en fait, scolairement, c'était la catastrophe. J'étais un peu à côté, en fait, du système scolaire, et je suis sorti très tôt, en fait, du système scolaire. Mes parents ont connu, en fait, je pense, tous mes professeurs, tous mes directeurs d'école. Je pense que tout le monde a cherché ce qui n'allait pas avec moi, en fait, mais voilà, ça a été assez catastrophique. Donc quand je dis en fait que tout allait bien avant, non, c'est pas vrai, mais je crois que j'étais convaincu que moi, ça allait, en fait, j'étais bien. Je pense que moi, alors, ma spécificité, c'est j'ai toujours été créatif, donc ça m'a beaucoup aidé. Et un autre aspect, en fait, c'est que je me suis jamais senti oppressé par les normes communes. En fait, moi, je les combattais. En fait, je trouvais pas ça logique. Donc, du coup, pour moi, en fait, ça a été un combat, mais tranquille. En fait, je me souviens que je tenais tête à mes professeurs en leur disant que c'était pas logique cette norme. Donc, moi, si j'apprenais mieux de telle manière, j'apprenais de telle manière. En fait, voilà, c'était un peu catastrophique. Professionnellement aussi, après, j'ai pas eu je ne suis pas trop... En fait, j'ai fait beaucoup de boulot alimentaire, très court, et pareil, en fait, dès que je me confrontais à une norme trop contraignante, en fait, ça finissait mal, mais c'était toujours... Je me suis jamais senti oppressé par ça. Voilà, il y a eu vraiment un parcours chaotique, mais que je n'ai pas vécu comme chaotique, jusqu'à quand même... voilà, il y a eu un petit événement qui m'a fait faire une analyse avec une psy. Et en cours de cette analyse, en fait, on a mis le mot d'autisme à un moment donné. Ça a été un choc, vraiment, sur le coup. J'ai pas compris, en fait. En fait, je me reconnaissais dans ce qui se passe, dans la description, en fait. Mais moi qui avais toujours des certitudes, en fait, me concernant, en fait, je ne me voyais pas... voilà, j'ai eu du mal à l'accepter, j'ai mis quelques temps à l'accepter. La BD Journal de l'Anesthésie, ça m'a beaucoup aidé, en fait, parce que à dédramatiser, à en rire avec mon entourage, et finalement, à l'accepter comme... en fait, ça a été une révélation. Une fois que je l'ai accepté, que j'ai revu ma vie chaotique, mon parcours, en fait, du coup, ça a été beaucoup plus clair. Et voilà, en fait, du coup, maintenant, tout le monde est au courant. En fait, j'en parle comme si c'est moi, en fait, c'est la couleur de mes yeux. Voilà, je suis autiste. Et du coup, dans mon entourage professionnel ou proche, en fait, je n'ai jamais été aussi zen aujourd'hui. Et le fait que je puisse parler aujourd'hui comme ça devant vous, ça prouve que j'ai fait beaucoup de chemin. Parce qu'encore il y a 3 ans, j'aurais jamais pu faire ça. Et voilà, en fait, du coup, on peut réussir, en fait, en étant autiste, il n'y a pas de souci. Et l'inclusion, ouais, ça passe vraiment par l'acceptation, pour moi, de soi et de dire ouvertement aux autres. En fait, c'est comme si quelqu'un, vous n'avez pas serré la main à un manchot, et là, c'est pareil, en fait, avec un autiste, on va avoir des choses qu'on ne fait pas, du coup, il y a vraiment... Voilà, l'inclusion, ça passe par ça, en fait, de dire ouvertement, je suis autiste, voilà, c'est ça, en parler. La BD, ça a aidé aussi, quand je rencontre quelqu'un, je lui dis, voilà, je suis autiste, et va sur Autisteria et regarde ce qui se passe, c'est ma vie. Et du coup, les gens, ça devient... Il y a un truc très marrant, c'est que les gens, en fait, s'ouvrent...
dans notre société, en fait, les failles et les défauts, on n'en parle pas, en fait. Il faut toujours être bien, il ne faut pas être malade, il faut être en forme. Et du coup, à partir du moment où je parle de ça, les gens s'ouvrent et me disent « Ah, mais moi, en fait, bon, je ne suis pas autiste, mais par exemple, j'ai une phobie, j'ai la phobie de ça. » Et du coup, on se retrouve à parler des petites failles, en fait, qu'on peut avoir, des faiblesses. Et du coup, on devient plus bienveillant les uns envers les autres. Donc ça, c'est marrant, en fait. Du coup, l'inclusion passe par là aussi, en fait. De dire les choses et d'arrêter de se cacher, d'arrêter de cacher ses failles. Si on est fatigué, bon, on le dit. Et les autres s'adaptent, en fait, voilà. Il y a un mot que j'aime bien, en fait, alors, pour définir l'autisme, en fait, les Maoris, ils ont un mot, je ne sais plus le terme, mais ça se traduit par son propre espace et son propre temps. Et en fait, c'est assez joli parce que c'est exactement ça. Et je pense qu'au-delà des autistes, tout le monde a son propre temps et son propre espace, en fait. Et c'est la société qui met des normes, des horaires à respecter, qui, je pense qu'il n'y a pas que les autistes qui subissent ces normes, en fait. Je pense que tout le monde, plus ou moins, subit ces choses. Voilà sur mon vécu, mon parcours, mais en fait, par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est marrant parce que on aurait pu illustrer par une histoire à chaque fois les propos, parce que c'est complètement ça, en fait. Voilà. Moi, j'ai regardé et j'ai pensé à énormément d'enfants et d'adolescents qu'on accompagne. Et moi, je suis très sensible à quelque chose que vous dites, parce que je pense que ça, c'est important aussi, à véhiculer. Effectivement, cette idée de dire, c'est important de pouvoir apprendre aussi à la personne avec TSA à accepter ce qu'elle est et à l'accepter pas comme quelque chose qui est ni plus ni moins, mais comme quelque chose qui est son fonctionnement propre. Et comme on a chacun notre fonctionnement propre avec nos forces, nos limites, voilà. Et ça, je trouve que c'est aussi des choses sur lesquelles on a beaucoup progressé. Moi, j'ai commencé à accompagner des parents. Les conseils qu'on donnait, notamment par rapport à l'éducation nationale, c'était de ne pas dire, parce que c'était très compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même plus de sérénité pour pouvoir aborder la difficulté. Et je pense que c'est vraiment important, et je pense que c'est vraiment important que nous tous, on puisse parler de tout ça sans tabou, parce que c'est aussi un modèle, c'est aussi important pour nos jeunes, qu'on soit à l'aise. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir présenter à certains de mes grands ados qui ont énormément de mal à pouvoir dire qu'ils sont Asperger, à pouvoir dire, voilà, et de présenter, voilà, de dire, non, ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours et c'est important. Et c'est important pour toi, c'est important pour d'autres, mais c'est quelque chose qui te simplifiera la tâche. Et vraiment, merci pour ce témoignage parce que je trouve que c'est super important. Merci Laurent Conadel, c'est vrai que ça questionne du coup nos normes, notre normalité. Donc pour comprendre l'autre, il faut aussi pouvoir sortir de l'évidence et la questionner. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il parmi les personnes du public des personnes qui souhaiteraient poser des questions? Non? Oui? Madame. Bonjour, je me présente, je suis Mademoiselle Pereira, je suis éducatrice dans un service de pédopsie. Depuis une vingtaine d'années, je rejoins Madame sur les évolutions qui arrivent sur cette période. Maintenant, par rapport à l'école, et vous parliez tout à l'heure de la cour de récréation, des choses comme ça, je trouve que dans les écoles, par exemple maternelles, il y a des classes surchargées en décoration, c'est stimulant, c'est très compliqué pour nos petits patients. Et ça, malheureusement, c'est assez difficile pour les écoles à gérer.
Je dis juste que les instituteurs ne sont pas formés ni informés la majeure partie du temps, ce qui est quand même dommageable pour eux, pour le patient et pour les parents, parce que ça cause quand même des grosses difficultés. Et dans les écoles, il y a peu d'espace de repos, de récupération à type Snozelen ou même juste un espace vide. C'est des choses auxquelles il faudrait peut-être travailler et penser dans l'avenir, en fait. Alors, je ne sais pas si sur la commune de Deuil, il y aura des choses envisageables. Voilà. Un petit mot peut-être, vous avez raison de souligner la question de la formation des enseignants. Les enseignants, jusqu'à présent, n'étaient pas formés quand ils apprennent leur métier dans leur formation initiale pour avoir des enfants qui ont ce type de particularité, je ne dis même pas difficulté, parce qu'on l'a bien vu dans votre histoire. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont introduites dans leur formation initiale, à la fois pour les professeurs des écoles et pour les professeurs des lycées et collèges, mais surtout, il y a de la formation continue qui est proposée pour leur permettre d'avoir des connaissances d'abord sur... C'est assez récent, si je peux me permettre. Mon compagnon est aussi inscrit. Oui, mais c'est pas récent, mais c'est pas encore 100% des enseignants qui bénéficient de ces activités. Alors, dans toutes les écoles où on implante des dispositifs dont je parlais tout à l'heure, il y a une formation pour l'ensemble des enseignants qui est proposée l'année où on ouvre le dispositif. Et cette formation, elle est commune aux intervenants médico-sociaux, aux enseignants et au personnel de la municipalité qui assure le périscolaire, la cantine, etc. Et on s'aperçoit que c'est très intéressant parce que ils sont tous concernés à un moment ou à un autre de la journée et ça permet de modifier les choses. Mais vous avez entièrement raison de dire que c'est une des causes des difficultés, la formation insuffisante des enseignants. Et ça va progresser lentement, on essaye d'accélérer les choses. Vous avez dit aussi une chose tout à fait intéressante, en disant on décore trop les classes. Enfin, c'est vrai qu'on a souvent, et ça part d'une bonne intention, des maîtres et des maîtresses qui mettent beaucoup d'affiches au mur avec des couleurs, etc. Et ça, c'est vrai qu'on s'aperçoit que pour un enfant autiste, ça peut être un environnement difficile, oppressant, agressif, etc. Et puis, au-delà de cela, on s'aperçoit que finalement, c'est générateur c'est une source de confusion pour beaucoup d'enfants. Et donc, progressivement, et là ça passe au-delà de l'information sur l'autisme, avec le travail que peuvent faire les conseillers pédagogiques, par exemple, pour réfléchir sur l'idée que mettre des choses au mur de la classe, c'est pas seulement faire de la décoration, c'est aussi éviter que les enfants soient distraits pendant une activité parce qu'il y a une affiche d'autre chose qui attire leur attention. Et ça ne vaut pas uniquement pour les enfants qui ont une forme d'autisme. Ça veut dire qu'on peut modifier l'affichage en fonction des activités. Ce n'est pas la peine que les tables de multiplication soient au mur toute la journée. Il suffit qu'elles soient là pendant qu'on fait des mathématiques. Parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes d'attention et qui, quand on fait de l'histoire, tout d'un coup voient les tables de multiplication et ça les fait partir dans un truc sur les mathématiques. Donc ça fait partie non pas des efforts qu'on demande aux enseignants pour s'adapter aux enfants en situation de handicap, mais ça fait partie des évolutions des pratiques pédagogiques qui, d'une manière générale, favorisent une bonne des apprentissages qui se déroulent bien pour tous les enfants. Donc, et c'est d'autant plus intéressant parce que si on le présente comme ça a toute sa place dans la formation et il n'y a pas d'enseignant qui vous dit « Oh oui, mais moi je n'ai pas d'autisme dans ma classe, donc c'est pas la peine que je suive cette formation, etc. » Ça vaut pour tous les enfants. Mais vous avez raison de dire que la formation des enseignants, mais aussi des autres intervenants, les éducateurs aujourd'hui, dans les écoles d'éducateurs spécialisés, ne sont pas vraiment préparés à faire ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui auprès des jeunes autistes. Il y a des exceptions, bien sûr, et ça évolue aussi, mais ça évolue lentement. Je vous l'ai dit en commençant, en France, on a quand même un petit peu de retard
sur toutes ces choses-là. Les connaissances qu'on a, les premiers témoignages de personnes autistes qui ressemblent un peu à ce que vous avez raconté, des autistes qui racontent leur vie, qui racontent leurs galères aussi, hein, c'est des témoignages d'Américains. Je pense en particulier à une Américaine qui s'appelle Temple Grandin, je ne sais pas si vous connaissez ses livres, qui est une femme qui, par rapport à certains aspects, a eu une vie professionnelle, c'est une femme géniale, hein, qui a été experte internationale dans le domaine de l'agroalimentaire. Hein, elle explique très bien dans son livre qui s'appelle « Ma vie d'autiste » comment cette orientation professionnelle a été décidée en quelque sorte par la façon dont sa mère s'occupait d'elle pour la calmer quand elle avait des crises pendant sa jeunesse, etc. Alors qu'on connaissait encore très mal l'autisme et que les psychologues qu'elle voyait l'embarquaient dans des histoires qui ne correspondaient pas du tout. Voilà. Et en même temps, elle raconte, avant qu'on s'occupe d'école inclusive, comment c'est un professeur de sciences, par exemple, qui a compris qu'on pouvait cultiver son intérêt un peu spécifique pour les sciences et que c'était quelque chose qui lui donnait envie d'aller à l'école, qui lui donnait envie de surmonter toutes les difficultés qu'elle avait dans ses relations avec ses camarades, parce que ça lui procurait des satisfactions. Et cette dame dit un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Elle raconte dans son livre que donc elle était experte dans le matériel qui sert à vacciner les animaux. C'est très pointu, mais elle était prof d'université et elle allait en Inde, par exemple, à l'autre bout du monde. Et son angoisse, c'était pas du tout d'avoir à parler à des ingénieurs agronomes, des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture indien. C'était simplement que la personne qui allait l'accueillir sur la passerelle au pied de l'avion allait lui serrer la main. Et ça, c'était pour elle juste la seule chose qu'elle ne pouvait pas faire, serrer la main d'un inconnu. Hein. Donc elle se préparait mentalement pendant les dernières heures du vol à comment je vais faire pour ne pas serrer la main du mec qui sera en bas de l'avion en me tendant la main pour m'accueillir. On lui avait expliqué, parce qu'au début, elle n'avait pas forcément compris que c'était un signe de bienvenue, etc. Mais physiquement, ce n'était pas possible pour elle. Non, je voulais juste rebondir sur le manque de formation auprès des professeurs, ce qui peut se comprendre. À la limite, j'ai un peu plus de mal à le comprendre et à l'accepter auprès des médecins et des psychologues, en fait. Je suis madame. Nous avons un fils de 14 ans, donc des alertes pour notre fils, on en a fait, je sais pas, il a peut-être 6 mois, jusqu'il en a 14 ans aujourd'hui. Personnellement, on n'a toujours pas de réponse. Alors oui, on se doute, parce que le papa était, on sait maintenant qu'il a Asperger, donc on se doute que notre fils l'est. Si papa n'avait pas été diagnostiqué, on se poserait toujours la question, parce que pour le moment, je n'ai toujours pas un médecin ou un psychologue, et on en a fait, qui nous a dit, il a même fait un test de QI, hein. J'étais persuadée qu'on allait avoir une réponse, mais non. Donc, oui, parce que du coup, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, où dès qu'on voit quelque chose, on alerte. Ouais. Oui, j'entends ce que vous me dites. Je vais rebondir par rapport à ce que dit M. Puy, donc on est très en retard. C'est vrai pour les enseignants, c'est vrai également pour les médecins, les psychologues, les orthophonistes. On a besoin d'avoir une culture commune de la compréhension de l'autisme et on est encore très loin de la partager. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme Madame Bruno, ça fait fort longtemps que je travaille dans l'autisme. Et là où il y a de l'espoir, peut-être pour les parents d'enfants très jeunes, c'est-à-dire que les choses, ça y est, sont en train de s'articuler. On est en train de vraiment mettre le paquet pour les enfants jeunes. Il y a une vraie inéquité pour les enfants un peu plus âgés et pour les adultes. Donc au centre ressources, depuis 2-3 ans, on essaie de développer, je suis sur la coordination de formation, on essaie vraiment de développer une culture commune accessible aux professionnels. C'est pas facile parce qu'on doit agir sur plusieurs niveaux. Il y a d'abord tous les professionnels de première ligne, c'est-à-dire votre médecin généraliste, le pédiatre, l'auxiliaire de puériculture dans une PMI ou une crèche. Mais ça suppose aussi l'enseignant du collège, ça suppose aussi l'orthophoniste qu'on consulte, etc. Et puis on doit agir auprès de la deuxième ligne, plutôt en pédopsychiatrie ou dans les IME, les CESAD. Et à chaque fois, il faut essayer d'articuler une compréhension commune. Il faut réussir à se mettre d'accord sur c'est quoi l'autisme, comment on pose un diagnostic selon les recommandations de bonne pratique,
comment on obtient ces formations, comment on paie le matériel. Donc, je vous rejoins, vous êtes parents, votre temporalité n'est pas la même que la mienne. Tout ce que je peux dire pour donner peut-être un peu d'espoir, c'est que si vous avez besoin peut-être de trouver des professionnels bien formés à l'autisme, sachez qu'au centre ressources, on s'attache à identifier ces professionnels et à donner ces informations aux parents. Et par ailleurs, on essaie vraiment d'offrir aux professionnels un même niveau de culture, et ça passe à travers des formations. Toute cette année, toute l'année dernière, malgré la pandémie, nous avons organisé des formations pour les professionnels à plusieurs niveaux. Donc, vraiment auprès de personnes très bien, avec un gros niveau d'intervention, des personnes qui interviennent beaucoup à distance. Et on a développé différents outils. Juste un dernier mot sur un outil qui est très facile d'accès, ça s'appelle eFlap. Donc, ce sont des modules vidéo qui vous permettent d'avoir en 1 heure la base de l'autisme, la base des particularités sensorielles, la base de l'accompagnement à l'école, la base de l'accueil, comme pour un lieu comme ici, bien accueillir une personne autiste. Donc, à l'heure actuelle, il y a 21 modules, si je ne dis pas d'erreur, qui sont entièrement gratuits, destinés aux professionnels. Et peu à peu, on va encore alimenter. Ça, c'est une action, mais on continue par ailleurs sur le terrain à travailler avec les académies, à travailler avec le sanitaire, avec le médico-social, pour faire augmenter, et puis avec les agences régionales de santé également, pour augmenter le niveau de compétence des professionnels auprès des enfants, des adolescents, mais aussi auprès des adultes. Je vais juste rajouter un mot, mais en fait, ça se démocratise. La parole se libère de plus en plus. Il y a plein d'ouvrages, de BD, les gens parlent de plus en plus, donc du coup, je pense que ça va aider. Mais c'est vrai que dans la communauté autistique, en fait, qui nous suit, par exemple, le truc qui revient souvent, c'est les professionnels de première ligne. Ils entendent tout le temps, en fait, « mais t'as pas l'air autiste ». Et alors que même s'ils ont un diagnostic, en fait, le professionnel va lui dire ça. Donc il y a du chemin à faire, mais il y a quand même pas mal de choses, en fait, qui se passent, quoi. Et c'est vrai que la phrase « t'as pas l'air autiste », c'est une phrase que tous les autistes entendent. Je sais plus, en fait, je crois qu'il y a les autistes, la partie invisible de l'autisme qui se voit pas forcément. Je crois que elle est majoritaire par rapport à tous les autistes. Donc c'est une phrase « t'as pas l'air autiste » qui veut rien dire, en fait, voilà. C'est pas rien, en fait. On est toujours dans ce truc-là, mais ça change. Oui, je suis Michel Beau, donc je suis médecin. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, les médecins ne sont pas obligatoirement bien formés, mais ce n'est pas le seul problème. Le problème, c'est que les médecins sont souvent confrontés à un problème d'un enfant, et moi je suis plutôt orienté pédiatrique, donc je vois aussi beaucoup. Toujours dans leur cabinet, dans des conditions qui ne sont pas celles d'un diagnostic, justement pour cela. On parlait des difficultés un petit peu du côté enfermé du médecin aussi et des différents professionnels, c'est-à-dire que le réseau, la complémentarité entre les intervenants et les soignants par rapport à ces problématiques-là est quelque chose de difficile à mettre en place, même si des choses existent et qu'il y a beaucoup plus de choses existent maintenant qu'avant. Et il y a aussi en amont aussi le lien qui n'existe pas toujours, en tout cas qui est souvent difficile, entre les enseignants, les médecins, entre tous, même les assistantes maternelles, etc. Donc tout ce que vous avez dit, moi je trouve ça remarquable. J'ai été impressionné par ce que vous avez dit, monsieur, sur la gestion du temps, de son temps et de son espace. On est tous à gérer notre temps et notre espace. Il y a peut-être une capacité plus facile, quand on n'est pas confronté à cette problématique, de s'adapter au temps des autres et à l'espace des autres. C'est certainement plus difficile pour quelqu'un qui vit ce parcours que vous avez vécu, et ce que vous avez dit est vraiment très intéressant. On s'aperçoit que on a en tout cas beaucoup besoin d'apprendre, et je trouve que ce qui vient d'être dit est remarquable, et que voilà, ça doit nous laisser de l'espoir sur cette prise en charge. Aussi, il faut vous parlez beaucoup de dédramatiser les choses, de les voir autrement.
Et c'est pas toujours facile, y compris pour les médecins. Hein. C'est toujours difficile parce que les conditions, une fois de plus, de l'examen d'un enfant qui est dans ces difficultés, c'est voilà, les gens, ils ne rentrent pas pour qu'on fasse le diagnostic d'autisme. Hein. Ils rentrent pour une multitude d'autres problèmes. Des parents qui sont souvent très affectés, hein, très dans la souffrance. Et donc c'est un facteur aggravant de la difficulté. Hein. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment un chemin collectif et c'est une prise en charge collective. Je pense que ce qui est important, c'est cette synergie. Si on est vraiment sur ce parcours de connaissance, d'acceptation et de dédramatisation, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment cette synergie entre effectivement l'acceptation, c'est vraiment la synergie entre l'acceptation et puis le travail qu'on a tous à faire pour lever les barrières et pour rendre cette inclusion possible. Et voilà, il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille tous, qui sont les articulations, qui sont effectivement les réseaux, qui sont toutes ces choses-là, qui vraiment, je pense que le jour où les parents n'auront pas l'image tout de suite d'un parcours du combattant, quand on fait un diagnostic, pour n'importe quel enfant différent, hein, j'ai envie de dire, ça peut être la même chose pour un enfant qui a une dyspraxie ou une dyslexie sévère, ça peut être le jour où on aura travaillé sur le fait qu'il n'y ait plus cette impression que ça va être un parcours du combattant. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup de choses qui bougeront en fait. Et je pense que c'est vraiment à nous tous, et on a tous notre rôle à jouer pour que ce soit pas ce parcours du combattant, que ça reste encore, même si il y a eu énormément de progrès, ça reste quand même quelque chose de pas évident. Alors, j'ai vu passer récemment, je ne sais pas si c'est pas par le CRAI, il y a un petit fascicule à destination des médecins généralistes, un petit questionnaire. Et ça serait l'avant-dernière question, parce que nous avons 2 questions via Internet sur lesquelles nous aimerions répondre. C'est juste un élément d'information que je veux vous apporter. Dans le cadre de la mise en place des plateformes de coordination et d'orientation pour les enfants de 0 à 6 ans, a été réalisé un petit livret de repérage qui est destiné notamment aux médecins de famille, aux médecins pédiatres, aux médecins de PMI, etc., qui consiste simplement à cocher des cases correspondant à des éléments d'écart au développement à 18 mois, 2 ans, etc. Et donc ce livret qui est la première étape pour aller vers un parcours diagnostique, comme vous disiez, une plateforme qui fonctionne bien à Gonesse, hein, dans le département, a été déjà un peu distribué. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, mais vous, monsieur. Non. Alors, à la rentrée, il va y avoir une diffusion par les syndicats des médecins libéraux, hein, qui permettra, sous une forme dématérialisée, que tous les professionnels de santé qui peuvent être concernés aient cet outil. C'est vraiment un truc assez simple, assez facile à utiliser, et qui peut aussi vous permettre de savoir quoi faire des observations que vous faites dans votre cabinet, parce qu'après, vous ne savez pas à qui les envoyer. On a vu que tous les services hospitaliers, etc., n'étaient pas forcément formés non plus ou préparés à recevoir ça. Donc, c'est aussi une logique de chaîne qui permet que chacun à son niveau contribue à simplifier cette espèce d'errance dans la recherche du diagnostic, des causes, des explications aux difficultés qu'on rencontre. Et j'ajoute juste, c'est une phrase, pour dire que nous sommes en train de développer un dispositif analogue pour les enfants de 6 à 12 ans, parce qu'il y en a qui passent à travers les mailles avant 6 ans, et puis il y a d'autres troubles qui sont des troubles que les enfants n'expriment que lorsqu'ils rentrent à la grande école, parce qu'avant, l'école maternelle, c'était quand même un cadre moins rigide que celui de l'école élémentaire, on peut bouger davantage, on n'a pas les notes, le système cette pression des normes d'apprentissage, et donc il a semblé tout à fait utile d'avoir une sorte de deuxième étage de ce dispositif de repérage pour permettre d'aller vers des diagnostics qui sont des diagnostics d'autisme ou des diagnostics d'autres troubles du neurodéveloppement, de dyspraxie, de TDAH, de troubles de l'attention, etc. pour ces enfants-là. Donc ça va
ça n'a pas encore vraiment commencé, mais ça a commencé progressivement à partir du mois de septembre et sur l'année 2022. Oui. Je voulais juste rajouter un tout petit truc, mais quand tout fonctionne, en fait, quand tout le monde est au courant, quand l'inclusion se passe bien, en fait, là je le vois avec... je ne suis jamais autant resté dans une entreprise qu'aujourd'hui, parce que tout le monde, ma neuroatypie, en fait, est bien intégrée. Et en fait, j'ai pu, je crois, libérer mon potentiel, en fait, comme jamais. Et du coup, ça profite vraiment, mais vraiment tout le monde, quoi. Voilà. Donc, c'est un gros plus. Il est fâché. Très bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette séance d'une certaine façon qui nous rend très humbles les uns les autres face à une problématique qui peut atteindre tout le monde. Donc ça, c'est très important. Il y a le regard, justement, sur la différence, parce qu'on a parlé autisme, mais il y a bien d'autres différences. Et ça, je crois que chacun doit prendre en compte que nous sommes tous différents et que cette différence, il faut qu'on l'accepte, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est le préalable. Et c'est aussi le sens de notre rencontre. Et c'est aussi pour ça que sur les réseaux sociaux, certains nous suivent, parce que nous avancerons tous ensemble. Donc chacun est concerné. Ça, c'est extrêmement important. Quand déjà chacun aura pris en compte cette dimension, je pense que bien sûr, les médecins ont une responsabilité, bien sûr, les éducateurs ont une responsabilité, mais on a tous une petite responsabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est important. En ce qui concerne la ville de Deuil-la-Barre, nous avons déjà à la crèche un certain nombre de puéricultrices qui sont formées pour détecter un certain nombre de différences au niveau des enfants. La problématique qu'on a, c'est comment faire savoir aux parents. Parce que un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres, il faut se mettre aussi à la place du professionnel de la petite enfance, qui le détecte, comment je vais lui dire. Et il faut le dire. Plus tôt on le dit, plus de chances on donne à l'enfant de se sortir de la situation. Donc, il y a cet apprentissage-là aussi. Et ça va vraiment dans le sens qu'on essaie de développer nous sur Deuil, c'est que pour qu'un enfant puisse lui-même avancer et comprendre ce qui lui arrive, il faut que le parent l'accepte. Et c'est vraiment le duo, la parentalité spécifique qu'il faut mettre en place au moment où on détecte quelque chose, on le dit et après, qu'est-ce que les parents vont faire? Comment ils vont pouvoir accompagner cet enfant? Donc là, on a aussi besoin de professionnels d'une certaine façon qui vont accompagner le parent qui reçoit l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir déjà depuis longtemps. Et aussi, ce qui fait réfléchir en tant qu'élu, c'est des parents qui sont désemparés, qui se trouvent face à des situations qui sont parfois jetées à la figure des parents. Votre enfant doit avoir un problème. Et puis le parent, il ne sait pas trop vers qui se retourner. Et ça, c'est très violent pour les parents. Ça peut même générer des situations conflictuelles au sein même de la famille. Il faut aussi prendre en compte cet aspect des choses. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je m'appuie de la question d'Anne Desdeuillois qui dit « Le dispositif classe autisme en primaire est-il toujours d'actualité sur l'école Poincaré? Si oui, pour quand? Projet collège, lycée ?» Alors, c'est vrai que nous avions entamé, en tout cas, une démarche à travers notre programme en disant que face à ces problématiques qu'on ressent au niveau des parents, nous aimerions en tout cas apporter la pierre à l'édifice. On voit combien c'est difficile et je pense que l'ambition politique, elle y est, en tout cas, mais c'est aussi quelque chose qui ne peut pas se décréter. Ça se construit avec des partenaires. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, de la même façon qu'on construit un bâtiment, on construit un projet avec les partenaires qui pourraient nous y aider. Ça se construit aussi dans la complémentarité de l'existant sur le secteur géographique.
Parce que une classe d'enfants autistes, ça ne peut pas être réservé qu'à des Deuillois. Donc ça aussi, comment ça se partage? Y a-t-il déjà d'autres municipalités qui sont engagées? Qu'est-ce qui manque? Voilà, donc on est dans cette réflexion. On a visité une classe toutes les deux avec Madame Ayadi, qui nous avait d'ailleurs accompagnés à l'époque. En fait, il faut en visiter plusieurs. Il faut en visiter plusieurs et il ne faut surtout pas reproduire l'existant, mais plutôt de se dire, on est dans une démarche d'aller de l'avant, qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore peut-être plus près de l'accompagnement d'enfants. Donc on ne veut pas non plus reproduire l'existant qui, dès aujourd'hui, montre quelques peut-être défaillances. Donc voilà. Et là, pour ça, on a vraiment besoin d'aide comme vous, les uns et les autres. Et je vous remercie vraiment de votre présence, parce que, comme l'a dit Michel Beau, on a énormément appris, hein, et on a tous besoin d'apprendre. Voilà. Donc, le projet Autisme École à Poincaré, je ne dis pas non, sauf c'est quel projet? Comment est-il plutôt nécessaire de travailler sur des maternelles, sur des primaires? Je veux dire, ça serait irresponsable de dire « je vais faire ça ». Sauf que dans quel cadre et pourquoi, et avec quelle complémentarité, avec quel personnel. Bon, voilà, il y a tout un travail, mais je crois que chacun peut comprendre. Et puis, il est vrai que lorsque l'enfant sort de l'école primaire, là, la difficulté est réelle. Parce qu'au niveau des collèges, il y a peu finalement de collèges qui sont investis sur des classes spécifiques, hein, je pense, et les lycées encore moins. Donc là, il faut que tout ça grandisse, qu'il y ait une réflexion générale au niveau de la France, et qui sera ensuite déclinée dans les départements et les régions pour les collèges et les lycées. Alors c'est vrai que le département possède quand même la compétence du handicap, et assez bien placée avec sa maison du handicap sur le département du 95, la MDPH. Donc voilà, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y ait des classes au lycée spécifiques pour enfants autistiques. Ensuite, on nous dit certaines municipalités proposent également un encadrement pour les enfants porteurs de handicap au sein des colonies de vacances. Est-ce que c'est le cas? Alors, sur Deuil, on accompagne, la municipalité accompagne pendant le temps périscolaire au niveau du restaurant scolaire, mais aussi pendant les périodes de vacances où effectivement des animateurs, parfois un pour un enfant, sont mis à disposition lorsque nous avons des cas où ça nécessite en tout cas un encadrant pour un enfant. Donc la municipalité fait l'effort. Elle ne le dit pas forcément, on le dit aujourd'hui parce que voilà, ça se présente. En tout cas, on est une collectivité ici à Deuil volontariste, on peut l'affirmer. On peut sans doute faire mieux, mais en tout cas, on le fait et depuis de nombreuses années. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que des enfants présentant les troubles de l'autisme soient partis en colonie de vacances, je ne pense pas. Je pense pas. En tout cas, ce que fait la ville, c'est qu'elle met à disposition un animateur de la ville pour partir avec l'ensemble du groupe, pour que les enfants qui partent aient un référent de la ville et qu'ils soient tranquillisés. Mais une personne spécifique pour suivre un enfant dans le cadre de colonies de vacances, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on l'ait encore fait. Je regarde Madame Ayadi, mais il n'y a pas eu de demande non plus. Et donc, on ne s'est même pas vraiment posé la question. Par contre, je retiens l'idée que vous avez soufflée, effectivement, des équipements spécifiques pour des enfants, enfin des adolescents, pour pouvoir continuer à aller dans les parcs et trouver ça. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que la municipalité pourrait mettre en place. On a mis dernièrement un parc justement pour les jeux, pour des petits, justement avec cette volonté d'accueillir des enfants handicapés, mais tout type de handicap, ça on l'a fait, mais ça reste effectivement plutôt pour un public de jusqu'à 10 ans, des jeux traditionnels, on va dire, qu'on peut trouver dans les parcs. Voilà. Donc, pourquoi pas effectivement penser à mettre à un endroit de la ville, en tout cas bien connu, un parc spécifique. Oui.
merci de cette idée, en tout cas. Voilà, moi qui l'ai eu, je l'ai piqué sur les réseaux, mais effectivement, je me suis dit c'est quand même une très, très belle idée. Oui. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si les réseaux... Non. Oui, Monsieur Dufoyer, qui est adjoint au maire aussi en charge de l'éducation. Oui, merci. Merci beaucoup pour cet exposé et comme toute l'assistance, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de choses que je n'imaginais même pas et c'est vrai que en le disant, tout simplement, les choses s'éclairent un peu plus ce soir dans mon esprit. J'ai noté qu'il y avait aussi dans votre argumentaire des éléments qui concernent l'organisation même des classes. Je pense que lorsqu'on conçoit une école, ce qui va être prochainement notre cas, on peut intégrer ce genre de choses. C'est beaucoup moins coûteux de le faire au départ. Et donc, j'ai retenu avec une très grande attention ce que vous avez dit. Ensuite, juste un petit mot sur l'information et la compétence des professeurs. Je pense que finalement, ils sont comme nous face à cette délicate mission. Le vrai sujet, c'est ce que vous disiez, madame, c'est que ça soit un effort collectif et une prise de conscience sociétale. Et effectivement, sur la commune de Deuil-la-Barre, on essaie sur ce genre de problématique d'intégrer à la fois les enseignants, à la fois les personnels communaux, à la fois les élus et à la fois les parents et même, parce que je vous ai entendu, monsieur, et je pense que ça concourt aussi à ce que vous disiez, à intégrer des enfants. Typiquement, on a des structures d'enfants, d'élémentaires, par exemple, qui nous suggèrent un certain nombre de choses par rapport à un certain nombre de perceptions que l'on peut avoir. Et je pense qu'aussi, ça aide à la compréhension globale du sujet. Donc, je voulais encore sincèrement vous remercier pour votre temps. Je pense que pour moi, pour mon rôle d'élu, c'est typiquement ce genre de rencontres qui sont essentielles. Aussi, vous encourager dans cette mission, vous encourager aussi à être en proximité de nous dans les années futures pour que nous puissions faire un maximum de choses dans le bon sens et dans une compréhension mutuelle. Merci encore. Merci beaucoup. Oui. Alors, bien sûr, les remerciements, je pense que tout le monde s'associe à ces remerciements, mais je voulais aussi remercier plus particulièrement monsieur, parce qu'en fait, il a donné l'espoir aussi que, effectivement, quel que soit l'âge où on détecte, on peut vaincre d'une certaine façon en intégrant ce qu'on vous a dit un jour, que vous avez peut-être pris un peu de façon difficile, monsieur, vous êtes autiste, c'est pas évident, surtout quand on est déjà adulte, mais vous avez su démontrer que même comme ça, vous savez pu vous en sortir. Et merci d'être là parce que ça montre, vous êtes exemple d'une certaine façon, et vraiment, je vous félicite d'avoir rejoint notre petit groupe. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous. Et puis, on vous donne rendez-vous à la deuxième table ronde qui sera en septembre sur un sujet tout à fait différent, mais tout aussi difficile. Merci beaucoup.